Je me rends compte en ce moment que je vais répéter beaucoup de choses qu'on a entendues aujourd'hui. Donc, j'ai entendu par ailleurs quelqu'un dire qu'en éthique, il fallait répéter tout le temps. Donc, ça tombe bien. Donc, je vais répéter. Alors, je vais vous parler un peu des caractéristiques des cadres, de certains cadres en éthique. Je vais aussi parler des limites de ces cadres-là, puis aussi du contexte de leur utilisation dans une organisation comme la nôtre, l'Institut national de santé publique du Québec. Prochaine. Alors, en 2017, il y avait déjà 56 cadres qui avaient été recensés dans une recension qui portait là-dessus. Donc, vous pouvez vous imaginer aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus que 56, puisque, il y a eu une pandémie. Et donc, habituellement, ce qu'on fait en éthique, mais on réagit en produisant des cadres. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ce nombre-là est beaucoup plus élevé. Donc, au lieu de vous présenter l'ensemble de ces cadres-là, je vais en passer quelques-uns, ensuite les classifications de cadres, puis ceux qui ont été retenus, en particulier ceux du Comité d'éthique de santé publique, qui est que Martine va présenter. Donc, les grands classiques, celui de Nancy Cass, de Ross Upshur, de Childress et ses collaborateurs. Donc, c'est à peu près les premiers. Peut-être qu'il y en avait d'autres, là. Peut-être que je ne suis pas très gentil, mais bon, je vais les discuter rapidement. D'ailleurs, celui de Cass, si on peut changer de diapo, il y a déjà quelqu'un qui l'a présenté avant moi. Donc, essentiellement, euh, ça pose des questions qui ne réfèrent pas nécessairement à de l'éthique, comme quels sont les buts de l'action, mais les autres questions cachent des dimensions éthiques ou des valeurs qui sont importantes à retenir dans le cadre de l'analyse éthique qu'on veut faire lorsqu'on utilise un cadre comme celui-là. On l'appelait un cadre pragmatique, mais je ne sais pas si il est arrangé dans cette catégorie-là, mais étant donné qu'il se pose sous forme de questions, peut-être qu'il peut l'être, qu'il est un peu plus, disons, proche des préoccupations des professionnels de santé publique. Donc, je ne le passerai pas au complet, là, parce qu'on l'a déjà présenté, mais vous pouvez voir un peu quelles sont les questions qui sont posées ici. Le prochain. Celui de Ross Upshur de l'Université de Toronto portait essentiellement sur le problème assez classique en éthique de la santé publique, de la tension entre la liberté et l'autonomie d'un côté, puis les valeurs sociales de bien commun ou de solidarité de l'autre. Donc, c'est une préoccupation qui est très présente dans les premiers cadres. C'est un peu plus tard qu'on a un peu décollé de ce genre de modèle-là. Donc, essentiellement, je ne présenterai pas encore tous les éléments qui sont là, mais l'idée est toujours d'essayer de réduire le plus possible l'atteinte à la liberté des personnes lorsqu'on déploie des actions de santé publique. Donc, c'est accompagné ici d'un principe de réciprocité, un principe de transparence dans les communications. Donc, prochain. Rendu à Childress et ses collaborateurs, il y a un ensemble de considérations morales qui sont présentes dans les actions de santé publique. Je regarde, qui comprennent beaucoup celles qui étaient présentes dans les autres cadres précédents, mais qui s'étendent aussi à d'autres comme le respect des engagements, la diffusion, la transparence dans la diffusion d'informations, l'établissement, le maintien des liens de confiance avec la population. Donc, dans leur texte, on fait le tour un peu de ces considérations-là. Puis ensuite, on propose des principes. Prochaine, prochaine diapo. Qui répondent en partie, en fait, à ces considérations-là. Donc, on est encore dans l'idée de faire l'équilibre entre l'autonomie, la liberté d'un côté, puis les valeurs plus sociales de l'autre, ici aussi. Où on ajoute, évidemment, la question de la justification publique. Prochain. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait un cadre éthique en santé publique? Mais ça accompagne la délibération à propos des décisions en santé publique en explicitant les valeurs sous-jacentes. Donc, essentiellement, les premiers cadres, ce qu'ils font, c'est
il nous présente des valeurs, les cadres classiques, là, donc on a un ensemble de valeurs qui sont importantes en santé publique. Et là, on essaie de voir ben, comment elles se réalisent ou non dans les actions qui sont proposées. Ça peut aussi faire le pont entre la théorie et la pratique. Dans certains cas, notre préoccupation, c'est d'essayer de voir ben, comment la théorie atterrit un peu sur le terrain des actions de santé publique. Donc, pour certains auteurs, cette préoccupation-là, c'est d'essayer de voir mais c'est quoi la théorie la plus juste là, ou la plus justifiable qu'on peut appliquer en éthique de la santé publique en général. Évidemment, lorsqu'on va soulever les valeurs, l'idée, c'est de faire leur arbitrage, mais les premiers cadres sont souvent pas très explicites sur comment on peut procéder à cet arbitrage-là de façon concrète. Donc, souvent, on nomme les valeurs, puis ensuite de ça, bon, les gens se questionnent, j'imagine, à l'aide de ces valeurs-là pour essayer de voir bien, comment ça se réalise, puis c'est quoi les meilleures actions à poser à la lumière de ces valeurs-là. Mais bon, on n'a pas de méthode claire pour procéder à cette analyse-là. Prochaine. Merci, Lissoli. Donc, il y a plusieurs classifications qui ont été proposées des cadres éthiques dans la littérature. Donc, celle-là qui parle des cadres qui sont basés sur des théories ou des cadres qui sont basés sur la pratique. Donc, un exemple de cadre qui est basé sur la théorie, c'est celui des gens qui travaillent à l'Université d'Dalhousie en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui vise à asseoir l'éthique de la santé publique sur une conception relationnelle de l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement, c'est en réaction à l'idée que l'autonomie, ça s'exerce de façon isolée. L'être autonome parfait, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec personne et qui s'auto-réalise d'une certaine manière. Donc, la théorie qu'on veut qu'on veut appliquer ici, c'est l'idée que non, au contraire, l'autonomie se constitue à travers nos relations avec notre communauté, avec autrui. Et donc, c'est un cadre qui souligne beaucoup la part de la solidarité, du bien commun, et ainsi de suite. Il y a les cadres, évidemment, comme on a vu auparavant, qui sont plus basés sur la pratique, donc qui visent essentiellement à répondre aux préoccupations éthiques en utilisant le langage des professionnels. Donc, celui de Cass, c'est un très bon exemple ici. Il y a une autre classification aussi qui a été proposée, donc entre traditionnel, expansif, c'est le mot qui avait été utilisé, puis mixte. Donc, l'idée du cadre traditionnel, c'est celui qui est essentiellement préoccupé par l'idée qu'il faut arbitrer entre la liberté et le bien commun. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps sur les exemples qui sont mis là. Les cadres expansifs, ils sont centrés sur l'équité, la communauté. Donc, les premiers visent à protéger la liberté des personnes, protéger l'autonomie. Les autres, ils visent à souligner l'importance de l'équité de la communauté en éthique de la santé publique. Les cadres mixtes, ben, ils visent à mettre l'accent sur les deux dimensions qui sont présentées ici. Donc, c'est quoi les avantages et les désavantages des cadres classiques qui proposent des valeurs importantes en santé publique? Bien, un avantage important, c'est ça peut servir de bonne introduction aux valeurs en santé publique. Donc, les gens qui ne sont pas familiers avec ces valeurs-là, bien, ils peuvent se retrouver assez facilement en regardant bon, qu'est-ce qu'on considère d'important, puis comment ça peut se réaliser dans les projets qu'on est en train sur lesquels on est en train de travailler. Ça peut aussi mieux s'utiliser sans soutien particulier. Donc, si je vous donne un cadre comme celui-là, ben, j'ai peut-être pas besoin de vous aider à l'appliquer ou d'essayer de vous aider à voir comment ces valeurs-là s'actualisent dans vos travaux. Mais ça comporte aussi des désavantages. Donc, des fois, ça pose la priorité de certaines valeurs par rapport à d'autres. Donc, ceux, par exemple, qui sont centrés sur l'importance de la liberté ou ceux qui sont centrés sur l'importance de la solidarité, bien, d'une certaine manière, ça propose des arbitrages à l'avance sur les travaux qui sont faits.
ça peut être aussi considéré comme des modèles fermés, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait des autres valeurs qui peuvent être mobilisées dans les travaux. Des fois, la liste des valeurs n'est pas exhaustive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces valeurs-là? Est-ce qu'on les intègre ou non? Donc, ça peut être une question qu'on se pose ici. Ça peut être aussi difficile à utiliser par les professionnels. Donc on peut se demander comment on fait ça exactement. Est-ce qu'on doit retrouver toutes les valeurs qui sont nommées dans le cadre? Comment on arbitre entre ces valeurs-là? Ça peut être une difficulté qui est rencontrée par les personnes qui essaient de les utiliser. Donc, pour répondre à ces préoccupations-là, on voit de plus en plus des cadres qu'on appelle pragmatiques qui essaient plutôt de guider la réflexion des professionnels sur différentes composantes des projets qui sont considérés. Donc ici, celui de Grill et Dawson essaie de centrer la réflexion sur les alternatives qui sont présentes et d'essayer de voir c'est laquelle qui est la plus justifiable sur le plan de l'éthique en allant de la plus justifiable à la moins justifiable. Donc, dans ces cas-là, on comprend que l'appel aux valeurs, ça va être dans la justification qu'on va apporter en appliquant ce type de cadre-là. Donc, si on considère qu'une action X est la plus justifiable, on va dire pour quelle raison, à l'aide de quelle valeur, et ainsi de suite. Donc, ça va un petit peu plus loin que les cadres qu'on a présentés au départ. Donc, le cadre du comité d'éthique de santé publique pour lequel je travaille, c'est un peu le même type de cadre que celui de Grill et Dawson. Donc, ça a des origines assez lointaines. Ça date de 99, la première version de ça. Puis, ce n'est pas un cadre qui était exclusif à la santé publique. Donc, les tout débuts, en fait, sont retraçables en 91. C'est un cadre éthique qui était proposé en ingénierie. Donc, on est très loin là, de la santé publique d'une façon générale, mais la méthode, un peu comme celle de Grill et Dawson, dont je ne donnerai pas les caractéristiques parce que Martine va les présenter. Donc, c'est un peu le même genre de fonctionnement. Donc, on se pose des questions plutôt sur le raisonnement qu'on doit avoir à partir des valeurs qu'on va se donner. Donc, au comité, on a accompagné ça d'un référentiel de valeurs pour pouvoir justement faire le repérage de façon plus facile. Puis, on a aussi publié ces deux choses-là en 2015 puis en 2017. Je regarde France. Donc, c'est des choses qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Donc, prochaine. Donc, quelles sont les limites des cadres? Donc, dans le cadre, si on considère qu'un cadre, c'est un outil pour procéder à l'intégration de l'éthique dans les organisations, on peut dire que c'est une étape nécessaire pour le faire, mais est-ce que c'est suffisant? Évidemment, je vais vous donner la réponse, c'est non. Donc, ça prend d'autres choses à part un cadre qu'on va circuler à travers les directions, les équipes et ainsi de suite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend une certaine volonté organisationnelle. Donc, il faut que l'éthique soit intégrée dans des documents structurants. Ça peut être aussi intégré dans une démarche de qualité. Ça peut être intégré dans la reddition de comptes. Évidemment, les messages organisationnels sont importants. Si les dirigeants vous disent que c'est d'aller consulter les services en éthique, par exemple, ben, je pense que les gens vont être plus disposés à le faire, n'est-ce pas? Puis ça dépend aussi des personnes. Donc, on appelle ça souvent les champions de l'éthique. Là. Donc, s'il y a dans votre organisation des gens haut placés qui considèrent que c'est important, ce genre de choses-là, mais ça va beaucoup aider à l'intégration de l'éthique dans votre boîte. Évidemment, ça prend des formations. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Et ça prend des services en éthique. Donc, évidemment, quelqu'un ou des personnes qui puissent aider les gens dans leur démarche en éthique. Donc, ça peut prendre la forme de conseils ad hoc. On peut aussi faire des communications particulières en éthique. Les formations, mais ça prend des gens pour les élaborer.
Donc, c'est souvent ces personnes-là qui sont les mieux placées pour le faire. On peut aussi faire des outils spécifiques pour répondre à des questions qui sont soulevées dans les équipes. On peut aussi participer à la publication d'avis scientifiques lorsque les questions éthiques sont persistantes et importantes et on considère que c'est important de le faire. Et on peut enfin renvoyer un comité comme le CED ici ou encore le CESP chez nous lorsqu'on considère que les caractéristiques du problème qui est posé nécessitent une vue externe, un avis externe indépendant sur la question. Donc, défis et opportunités. Là, je parle un peu de nos expériences à nous. Là. Qu'est-ce qui nous nuit un peu en éthique, tout d'abord? Mais c'est la distinction, en fait, entre l'expérience de l'éthique de la santé publique et l'expérience de l'éthique de la recherche. Donc, on a parlé tout à l'heure de comités externes qui jugent de la conformité ou non d'un projet à des standards qu'on s'est déjà donnés. Souvent, les gens qui font de la recherche dans les établissements comme ici, ils vont penser que l'éthique de la santé publique, c'est la même chose. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire ça. Donc, le CED, le CSP, c'est des comités aviseurs et nous, comme soutien, on n'est pas là non plus pour dire aux gens, ben ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Donc, on ne veut pas procéder de cette façon-là parce que ça ne stimule pas l'intégration de l'éthique dans les pratiques. Le travail scientifique versus la réflexion éthique. Souvent, dans les organisations, les professionnels, ben, ils se disent, moi, je suis un scientifique, j'ai juste à répondre à des questions scientifiques. L'éthique, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas outillé pour ça. Et souvent, c'est des messages qui sont renforcés par la fonction même. Donc, nous, par exemple, à l'Institut national de santé publique, lorsqu'on rend des avis scientifiques aux décideurs, si on dépasse un peu du cadre scientifique, on va peut-être se le faire dire. Donc, ça peut arriver que ça soit problématique de cette façon-là. Là, il y a un travail un peu d'éducation à faire dans des cas comme ceux-là pour montrer que si le problème est persistant en éthique, mais il faut essayer d'y répondre. Les buts inhérents de la santé publique, en fait, ça renvoie au problème que les professionnels de santé publique, c'est un peu le même problème que le précédent, c'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je fais de la santé publique et donc les objectifs de ce que je propose sont toujours des objectifs de maximisation de la santé, par exemple. Alors là, dans ces cas-là, c'est important de leur rappeler que les sections de santé publique sont déployées dans un contexte social, et ainsi de suite. Il y a d'autres acteurs. Et c'est important de leur souligner que, effectivement, ça va affecter la vie d'autres personnes, comme on a entendu ce matin. Long et compliqué. Ça, c'est le classique en éthique. Ça peut être vrai. Ça dépend beaucoup des besoins qui sont exprimés puis du temps que les gens ont. Donc, c'est possible de faire du soutien en éthique de façon très rapide si on sent bien qu'il y a une urgence à répondre dans un contexte bien précis. Il faut bien sûr recadrer les attentes des professionnels dans ces cas-là parce qu'il ne faut pas s'attendre à un avis incroyable, détaillé dans des cas comme ça. Il faut plutôt s'ajuster, se réajuster, puis d'essayer de répondre rapidement à leurs préoccupations le plus rapidement possible. Je peux dire qu'au comité d'éthique de santé publique, on a fait des avis pendant la pandémie. Le travail a duré une semaine. Donc, c'est possible pour même un comité de travailler très rapidement si les gens sont disponibles pour le faire. Les opportunités. Donc, s'adapter et adapter, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, il faut se centrer sur les besoins. Donc, on peut être tenté en éthique de donner des réponses très complexes, creusées, abstraites sur des questions très précises. Mais je pense qu'il faut s'adapter au niveau des professionnels, puis essayer de répondre aux préoccupations qui sont nommées et essayer de voir, mais est-ce que ces gens-là ont besoin de quelque chose de très abstrait ou très fouillé? Donc, des fois, il faut piler sur nos souhaits de faire des trucs très complets.
puis se centrer sur les besoins des personnes. Aussi, on peut chercher à repérer les problèmes persistants. Donc, ça peut être une opportunité au sens où si, je ne sais pas, j'ai entendu les clusters tout à l'heure. Donc, si les mêmes questions reviennent sans cesse, ça vaut la peine là, d'essayer de creuser ces questions-là avec les professionnels en question pour essayer d'y répondre. Et ensuite, ça peut servir de levier pour montrer à l'organisation, mais voilà ce qu'on a pu faire dans ces cas-là. Puis, ben, répéter, 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 ben, on le dit tout à l'heure, les gens quittent la profession, il y en a d'autres qui arrivent, il y a toujours des changements organisationnels. Donc, même auprès des gens qui sont là depuis longtemps, il faut toujours refaire la même démarche pour s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on essaie de faire et qu'on peut les aider dans leurs travaux de façon générale. Alors voilà.